Merci beaucoup en tout cas, de m'avoir sollicité pour animer cet atelier avec Verette sur la fragilité osseuse des patients atteints de Miki. Alors, je suis heureuse, j'ai pris la partie de c'est le plan qui est d'abord de vous exposer ce qu'est la fragilité osseuse. Ensuite, Verette ira sur un cas illustrant fragilité osseuse et micro, et moi je terminerai sur un cas illustrant fragilité osseuse et polyarthrite rhumatoïde. Alors, qu'est-ce que la fragilité osseuse? C'est ce que vous appelez ostéoporose. Mais fragilité osseuse, ça recouvre plus large. L'ostéoporose, qui est un chiffre d'ostéodensitométrie, qui est une prédisposition à faire des fractures pour un faible traumatisme, en particulier la fracture du col du fémur, qui est la plus fréquente, la plus grave en termes de conséquences, mais également les tassements de vertèbres, les fractures de vertèbres, la fracture de l'épaule, la fracture du poignet. En fait, tous les sites peuvent être concernés, à part la tête et les doigts et les orteils. Mais toutes les autres fractures sont concernées par l'ostéoporose quand elles surviennent à cause d'une chute de sa hauteur, c'est-à-dire une chute de votre hauteur ou de 2 à 3 marches dans les escaliers maximum. Alors c'est vrai que pour comprendre ce qu'est la fragilité osseuse, au centre vous avez la fracture, c'est souvent lié à une chute, et c'est souvent parce qu'on a une masse osseuse, une fragilité osseuse basse. Mais c'est vrai que pour se casser, il faut souvent conjointement la survenue de chute et la présence d'une fragilité osseuse qui se mesure par un examen qui est l'ostéodensitométrie, sur lequel je vais revenir. Mais l'ostéodensitométrie ne reflète que la fragilité osseuse de la fracture. On peut se fracturer parce qu'on est à risque très élevé de chute avec une densité osseuse, une masse osseuse pas très basse. Donc il faut bien comprendre que c'est global, qu'il y a une composante mécanique liée aux chutes, une composante liée à la fragilité osseuse. Donc l'examen pour faire le diagnostic de l'ostéoporose, mais vous avez compris juste un aspect du risque de fracture, c'est cet examen que vous avez peut-être déjà eu, qui est une ostéodensitométrie. Il y a 2 types de marques sur le marché, mais qui ont des moyens de calcul qui sont différents. Et c'est pour ça qu'on vous dit que quand on fait un examen, il faut toujours le faire au même endroit, avec le même appareil, parce que la méthode de mesure n'est pas la même, et on ne peut pas comparer 2 examens faits sur 2 appareils. On mesure 2 sites, toujours la colonne lombaire et la hanche, parce que ça reflète 2 types d'os différents. À la colonne lombaire, c'est un type d'os qu'on retrouve au poignet, aux côtes et au bassin, qui s'appelle l'os trabéculaire. Et à la hanche, on mesure de l'os cortical, c'est ce qu'on trouve aux épaules et au tibia. Et donc on peut avoir une masse osseuse plus basse, plutôt à la colonne, ou plutôt à la hanche. Et ça justifie parfois des traitements qui sont différents en fonction du site où la masse osseuse est basse. Il y a plusieurs facteurs de risque pour faire une fragilité osseuse. Donc quand on se met dans la population globale, le plus important c'est l'âge. Le deuxième c'est la ménopause. Le troisième, c'est assez évident, c'est d'avoir déjà fait une fracture ou d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a fait une fracture. C'est pour ça que le médecin qui vous interroge souvent sur vos antécédents de fracture chez votre mère ou chez votre père, en particulier le col du fémur. Il y a le fait d'être mince. Alors ça c'est vrai pour toute la population. Mais les 2 facteurs essentiels, à part l'âge, pour avoir une fragilité osseuse, c'est l'usage des corticoïdes par la bouche ou en perfusion. Ça, c'est vraiment un facteur numéro 1, qui est plus important que la maigreur, que les antécédents dans la famille. Et le numéro 2, c'est l'inflammation. Ça fait 15 ans qu'on découvre l'impact de l'inflammation sur l'os, et on sait que toute maladie inflammatoire, quelle qu'elle soit rhumatismale ou digestive ou autre, est associée à un risque de fragilité osseuse. On va expliquer pourquoi après. Pour la corticothérapie, puisqu'on va plutôt développer l'inflammation dans les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de dose minimale qui protège. Et même à partir de 2,5 mg par jour de cortisone, ce qui pour vous peut-être une très faible dose, en tout cas pour vos médecins c'est sûr, il y a une augmentation du risque de fracture. Et c'est classiquement les fractures du poignet, les fractures de vertèbres et les fractures du fémur. Ce qu'on sait aussi avec la cortisone, c'est qu'il n'y a pas de dose qui protège, mais que quand on arrête la cortisone, la masse osseuse récupère. Donc c'est pour ça que tout l'enjeu pour les médecins, c'est d'utiliser le traitement de fond du rhumatisme ou de la Miki le plus efficace pour supprimer la cortisone et pour pouvoir récupérer une partie de la masse osseuse.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire en introduction, pour vous placer un peu la fragilité osseuse. Donc Vérène va vous présenter son cas. Donc, un cas clinique, une jeune femme de 36 ans qui est venue me voir en 2017, qui était une jeune femme qui fumait et qui avait... Vous m'entendez? Non? Oui. On entendait bien là-bas, mais moi je ne vois rien. Ah, mais bon, là, non. Et là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc, une jeune femme de 36 ans, qui est une jeune femme qui fume, qui est venue me voir en 2017. Elle avait maigri de 6 kilos depuis 6 mois, avec un indice de masse corporelle qui est de 17, qui est déjà une maigreur. Une jeune femme qui n'avait plus ses règles, qui était en aménorrhée, et qui se plaignait de diarrhée depuis 2 mois. Et elle est venue parce qu'elle avait mal au ventre et que c'était devenu intense. On lui a fait une analyse de sel pour éliminer une cause infectieuse. Et puis finalement, on a fait le diagnostic de maladie de Crohn au niveau de l'iléon, qui est la partie terminale de l'intestin, elle était en poussée modérée. Du point de vue de sa prise de sang, elle avait une CRP, la C-réactive protéine, qui était à 50, qui est élevée, qui signe une inflammation systémique. On a fini par lui faire une coloscopie, on est monté jusqu'à l'iléon. Combien ont une Mickey ici dans la salle? Qui est-ce qui connaît Mickey? Les rhumatismes? Un petit peu plus. Donc je vais un peu expliquer la partie digestive. Donc l'intestin, vous savez, on a l'œsophage, le tuyau tout droit, on a l'estomac, on a plusieurs mètres d'intestin grêle qui se baladent, et la partie terminale de l'intestin s'appelle l'iléon. Dans l'iléon, la maladie de Crohn va bien s'installer, et quand on a une inflammation dans l'iléon, ça s'appelle une iléite. Ensuite, il y a le côlon, le rectum et l'anus. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui est une maladie inflammatoire qui peut se mettre là où elle veut, dans l'intestin. Alors, la maladie de Crohn, c'est l'autre maladie inflammatoire intestinale. La maladie inflammatoire intestinale, c'est les Mickey. On a deux principales maladies. On a la maladie de Crohn, qui peut se mettre où elle veut dans l'intestin, de la bouche à l'anus. Et on a la rectocolite hémorragique, qui touche toujours le rectum, et parfois un petit peu plus le côlon. Et là, ce sont des atteintes continues. Et donc là, c'est Jessica, c'est une maladie de Crohn qui s'était installée dans son iléon, c'est-à-dire la partie terminale de son intestin grêle. Et ça, on l'a vu lorsqu'on a fait la coloscopie. On est rentré par le rectum, on a vu le côlon gauche, le côlon transverse, le côlon droit, et on est rentré dans l'iléon. Et qu'est-ce qu'on a vu dans l'iléon? J'ai des images pour vous. On a vu des ulcérations, c'est-à-dire des pertes de substance, des zones où la muqueuse était creusée, elles étaient larges, elles étaient creusantes, et on a pu explorer plus de 10 cm. Au-delà, on n'a pas pu aller, c'était techniquement difficile, mais on n'a pas vu la zone saine, c'est qu'elle avait atteint probablement plus de 10 cm. On a fait une IRM de l'intestin grêle, on a un examen du reste de l'intestin, et on a vu que finalement, son atteinte inflammatoire se situait sur 30 cm d'iléon. Donc des images en haut. Alors on va commencer par en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez une image d'intestin grêle normal. L'intestin grêle normal, vous voyez, il y a des petits reliefs, ça s'appelle des villosités, ça ressemble à une anémone de mer. C'est un intestin normal. Si on voit là-haut, vous voyez que vous avez des parties normales, j'ai malheureusement pas de pointeur, et vous voyez des pertes de substance, vous voyez des creux qui sont tout blancs. Donc ça, ce sont des larges ulcérations qui sont creusantes. Comment vous voyez qu'elles sont creusantes? Vous voyez le bord qui est normal, l'aspect d'anémone de mer, et vous voyez que ça descend, des ulcérations creusantes. Ça, c'est une iléite creusante qui évoque beaucoup une maladie de Crohn. Je vous ai mis aussi en bas l'aspect d'un côlon normal, une muqueuse qui est claire, nacrée, où on voit les vaisseaux. Donc les images normales sont en bas à droite le côlon normal, en bas à gauche les iléons normales, en haut, Jessica, une iléite avec des ulcérations larges et creusantes. Voici son image en intestin grêle. Je peux pointer. Ah, voilà. Vous voyez, donc ça c'est l'aspect en IRM de l'intestin. Et là, vous voyez, c'est plus blanc. Hein, c'est parce qu'on a fait une injection de produit et ça flash, ce qui montre que l'inflammation s'est située par là-bas. Et là, on a pu mesurer les 30 cm d'intestin grêle. On voit que l'inflammation fait que c'est un petit peu resserré, ce qui peut expliquer
la douleur et ce que ressentait notre patiente Jessica. Sur ce, on décide de commencer par des corticoïdes. Nous, dans la maladie de Crohn, ce sont des fortes doses qu'on donne. Hein. On a décidé de lui donner 40 mg dans la bouche et on a décidé de démarrer un immunomodulateur qui s'appelle azathioprine, Immurel. Peut-être que certains connaissent ce médicament. Ce médicament, il met au moins 3 mois à agir. Ce qui veut dire que Jessica risque d'avoir au moins 3 mois de corticoïdes pour couvrir la période d'efficacité de ce traitement. Donc on se pose la question, ici c'est un atelier sur la fragilité osseuse. Qu'est-ce qu'on doit faire chez cette jeune femme de 36 ans qui va avoir des corticoïdes sur une durée prévisible d'environ 3 mois, puisque c'est le délai d'attente d'efficacité du médicament, et sur quels arguments et qu'est-ce qu'il faut faire, puisque Karine vous a expliqué, la cortisone expose à une fragilité osseuse. Donc quel est le risque de fragilité osseuse dans les Mickey? On sait qu'on observe dans les études qui ont été publiées une ostéoporose dans 10 à 20% des cas chez les patients et un âge moyen jeune, 30 ans, qui est en fait un âge qui est de plus de 20 ans de l'âge attendu de l'ostéoporose dans la population générale. Le risque de fracture, il a été mal évalué. On a des études anciennes qui montraient quand même qu'elle n'était pas négligeable, avec même des cas publiés de fractures chez l'enfant au diagnostic. Et ça, c'est des cas rapportés, c'est anecdotique. Probablement, le risque de fracture est moins important aujourd'hui parce qu'on sait que les anti-TNF, infliximab, adalimumab, je pense que vous connaissez ces médicaments, protègent probablement sur le risque osseux parce que les cellules osseuses, elles ont des récepteurs pour ces produits TNF. Et en tout cas, ça a été montré dans les populations de spondylarthrite ankylosante que les patients traités par anti-TNF ont moins d'ostéoporose qu'autrefois décrit. Alors, Karine vous l'a dit, l'ostéoporose elle est d'origine multifactorielle. L'âge, on a vu très important, la ménopause, et les deux causes qui viennent derrière après, c'est la cortisone et l'inflammation. Le quoi faire, on en a parlé. Il y a certains patients qui ont eu des maladies de Crohn compliquées et qui ont été opérés avec des bouts d'intestin en moins et probablement des conséquences nutritionnelles en raison de cette chirurgie et qui augmentent un petit peu le risque. Et puis la carence en vitamine D qui est très fréquente dans la population et qui majore ce risque de fragilité osseuse. Alors, je ne vais pas reprendre la même diapo que la première qui raconte l'histoire de Jessica. Qu'est-ce qu'on voit comme facteur de risque de fragilité osseuse chez Jessica? On a vu le tabagisme actif, l'amaigrissement, le fait qu'elle soit en aménorrhée, qu'elle ait plus ses règles, le fait qu'elle ait un syndrome inflammatoire avec la CRPA 50 et le fait qu'elle va recevoir des corticoïdes. Alors, un schéma très compliqué que je vais vous expliquer en 2 mots. À droite, vous avez les cellules osseuses. À gauche, des tas de cellules qui fabriquent des tas de protéines qui ont un rôle dans l'inflammation. Et pour vous dire que les cellules osseuses ont des récepteurs à ces protéines de l'inflammation qui s'appellent les cytokines inflammatoires. Vous voyez, la cellule osseuse qui est schématisée. Donc, les cellules osseuses sont sensibles à l'inflammation, ils ont des récepteurs qui leur envoient des messages et qui probablement vont agir sur la formation et sur la destruction osseuse. L'ostéoporose cortisonique, elle a des effets directs sur l'os. Principalement, elle diminue la formation osseuse. Vous savez que l'os, ça Karine le dira, est en perpétuel remaniement avec des cellules qui fabriquent l'os et des cellules qui les désorment. Et les corticoïdes, surtout, diminuent la formation de l'os, mais il y a peut-être aussi un effet sur la résorption. Et des effets indirects, parce que la cortisone joue sur l'absorption du calcium qu'elle diminue avec une petite fuite urinaire de ce calcium. Elle a un rôle sur la diminution des hormones sexuelles qui protègent l'os. Et enfin, il peut y avoir un effet sur les muscles. Vous savez que quand on a une faiblesse musculaire, on tombe plus facilement. Et Karine vous l'a dit que la chute, c'est ce qui expose bien sûr, même avec une fragilité à peine diminuée, si vous tombez, que vous avez une petite fragilité, vous êtes à risque de fracture. Donc tout cela combiné augmente le risque de fracture. Les recommandations, alors il y en a des anciennes, 2003, les recommandations américaines sur la prévention de l'ostéoporose chez les patients qui ont une Mickey. Et enfin, en 2014, les recommandations sur l'ostéoporose
liées à la cortisone ont été mises à jour et ces recommandations ont été rédigées par Karine Briot, qui était la chef de ce groupe. Mais il y avait des représentants des sociétés de rhumatologie, des sociétés de gastro-entérologie, moi j'étais présente dans ce groupe, mais aussi de médecine interne, de pneumologie, de néphrologie, en fait de toutes ces spécialités où il y a des maladies qui ont un risque de fragilité osseuse. Pour résumer, qui faut-il évaluer pour le risque osseux? Tous les patients qui vont débuter une corticothérapie par voie orale pour une durée prévisible de plus de 3 mois, ou bien qui reçoivent déjà une corticothérapie par voie orale au moment où on les voit. Et l'évaluation, elle est recommandée, comme l'a dit Karine, quelle que soit la dose, parce qu'il n'y a pas une dose minimale qui protégerait sur le risque osseux des corticoïdes. Alors, la densitométrie, Karine l'a dit, je vais passer vite, elle doit être faite chez tout patient qui commence des corticoïdes et qui reçoit des corticoïdes. Et le plus important, c'est rechercher un antécédent personnel de fracture pour un traumatisme minimal. Qui s'est cassé est à risque de se casser. Évidemment, rechercher les facteurs de risque associés, on les a déjà répétés. Jessica n'a pas d'antécédent personnel de fracture, mais elle a des maigres. Et on a prévu de lui donner des corticoïdes pour une durée moyenne de 3 mois. Donc il faut l'évaluer. On lui a fait une densitométrie osseuse, mais peut-être que je passerai la parole à Karine pour qu'elle nous interprète. Le T-score, c'est un score qui évalue la densité osseuse. Elle a été mesurée au rachis lombaire et à la hanche. Et vous avez moins 2 déviations standard au rachis lombaire, moins 1,5 à la hanche. Karine, je pense que tu leur commenteras. Et on voit déjà que Jessica a une carence en vitamine D, puisqu'elle est à 12 au lieu des 30 nanogrammes minimaux qu'on recommande aujourd'hui. Quelles sont les mesures générales qu'on va recommander pour notre patiente? On va essayer, si possible, de lui donner la dose de corticoïde la plus faible, mais il faut aussi calmer son inflammation qui va jouer sur son état général et aussi sur l'os. On va, ce qu'on dit toujours, privilégier les traitements d'épargne cortisonique. Ça veut dire qu'on va privilégier la mise en place de traitements qui font qu'on va réussir à arrêter le plus rapidement possible les corticoïdes, qui sont nécessaires quand même pour son état. Mais on va penser rapidement au relais, on va dire ça. Il faut veiller à ce qu'elle ait assez d'apport de calcium et de vitamine D. Et aujourd'hui, on privilégie l'apport de calcium par l'alimentation. Par l'alimentation, on dit qu'un apport lacté après chaque repas est suffisant pour couvrir les apports de calcium. Contrairement à ce qu'on faisait autrefois, vous avez probablement tous reçu des comprimés qui contiennent du calcium et de la vitamine D. Et ça, ce n'est plus recommandé. Ce qu'il faut, c'est rechercher les carences en vitamine D et les corriger. Vous avez probablement des ampoules de vitamine D que vous recevez dans l'année en préventif. Et il suffit de prendre un laitage par repas, c'est suffisant plutôt que les comprimés. L'activité physique, oui, ça on va vous le recommander toujours. L'arrêt du tabac et la diminution de consommation d'alcool. Et évaluation du risque de chute. Oui, ça c'est très important. Évidemment, prévention de chute chez les personnes plus âgées. Alors, qui traiter? Je pense que je vais te passer la parole parce que finalement je te plagie quand je montre ces slides, puisque c'est exactement ce qu'a publié Karine dans les recommandations. Donc la cible pour qui traiter, il y a 2 populations très variées. Il y a les femmes jeunes. Alors le critère de 50 ans, c'était pour dire jeune, ça veut dire qu'entre 50 et 60 ans, on n'est pas jeune. Mais en tout cas, dans les études, pour moins de 50 ans, on a un très faible risque. Donc vraiment, les critères pour traiter, c'est après 50 ans. Soit qu'on reçoit 7,5 mg par jour pendant au moins 3 mois de cortisone, ce qui est quand même assez fréquent, ou qu'on a déjà fait une fracture, ou qu'on a plus de 70 ans, ou qu'on a déjà fait une fracture liée à une chute, comme une fracture du poignet ou une fracture lambda. Oui, pardon, tu veux? Excuse-moi. Juste pour dire qu'il y a des médicaments sur lesquels je vais revenir par la suite et qui marchent dans la Mickey. Les médicaments pour l'ostéoporose, la classe des biphosphonates que vous connaissez, on va en reparler, je vais en reparler avec la laboratoire. En tout cas, ça marche dans la Mickey aussi, sans aggraver la maladie digestive. Et ça, on va y revenir. Comme on a traîné sur le chemin, je vais direct avancer, puis je ferai une synthèse de tout ça à la fin, parce que je le reprends. Moi, je vais aller sur un cas de polyarthrite rhumatoïde. C'est une polyarthrite rhumatoïde qui évolue depuis 7 ans chez une femme qui a 61 ans, qui est traitée par méthotrexate et anti-TNF.
et qui a une polyarthrite qui a les anticorps qui sont positifs, le facteur rhumatoïde, les anti-CCP, donc elle est érosive. Sur la radio, ici, vous pouvez voir on le voit, une érosion, un trou dans l'os. Hein, c'est l'équivalent de l'ulcération dans l'iléon, comme on vous a décrit. C'est la même chose, c'est à cause de l'inflammation. Ça donne là des trous dans l'os pour cette patiente, donc c'est une forme sévère. Elle a eu de la cortisone et elle en a toujours, et oscillant en fait entre 6 et 10 mg par jour, sans possibilité par son rhumatologue de passer à 5 mg. Alors, comme ça, la maladie elle est plutôt équilibrée avec les scores qu'utilisent les rhumatologues. Mais elle vient vous voir plus tôt. Normalement, on la voit tous les 6 mois pour renouveler sa biothérapie et voir comment est-ce qu'elle va. En fait, spontanément, elle a eu une vive douleur, comme un coup de poignard au milieu du dos. Et elle fait cette radio. Et cette radio, alors, c'est difficile de vous ici, des vertèbres qui sont tassées. Voilà, c'est des fractures de vertèbres. En fait, spontanément, elle s'est cassée 3 vertèbres. Et son dos s'est voûté vers l'avant en quelques semaines. Alors ça, ce sont des fractures de vertèbres, ce qu'on appelle les tassements vertébraux. C'est la complication numéro 1 redoutée de la prise de cortisone au cours d'une maladie inflammatoire. Ce qu'on sait, c'est qu'au cours de la polyarthrite rhumatoïde, toutes les fractures sont augmentées. Et les plus augmentées, c'est les vertèbres dont je vous ai parlé, et la numéro 2, c'est le bassin. La fracture du sacrum, la fracture de la branche ilio-ischiopubienne, vous avez peut-être déjà eu ça. Et après, il y a l'épaule, et finalement, il y a même le col du fémur. Et donc, tous les types de fractures sont augmentés, mais avec un risque très augmenté des vertèbres. Donc, il faut être très attentif aux fractures de vertèbres et aux douleurs rachidiennes chez ces patients. Le rhumatologue qui vous suit et qui suit les polyarthrites, il a la possibilité de calculer le risque de fracture pour une polyarthrite. C'est un score, on aime bien en rhumatologie les scores, comme le DAS, comme tout ça, et c'est un score qui combine des facteurs de risque, comme l'âge, la maigreur, tout ça. Et un de ces facteurs de risque, c'est, tout en bas, ici, la polyarthrite rhumatoïde. Ça veut dire que c'est l'OMS qui a mis ce score à disposition des médecins pour prédire le risque de fracture. Et il a incorporé dans ce score la polyarthrite rhumatoïde, parce que dans toutes les études, ça revient un facteur majeur de risque de fracture. Avec ce score que votre médecin peut remplir, il peut calculer à 10 ans votre risque de fracture. Et quand on est la polyarthrite rhumatoïde, c'est parfaitement indiqué parce qu'on a une des variables qui rentre dans ce score. Alors, quand on essaie de savoir, parce que c'est toujours, on suit toujours beaucoup de polyarthrites, prennent tous de la cortisone, heureusement tout le monde ne se casse pas, il y en a qui sont plus à risque, et d'essayer de savoir quels sont les plus à risque. Et vraiment, ce qui ressort dans toutes les études, c'est la durée d'évolution de la maladie. Probablement parce que c'est sous-tendu par l'âge, le fait d'être maigre et le fait d'être mince, ça c'est vraiment un facteur de risque important. Et le troisième, comme vous voyez ici, c'est la cortisone. Et quand on exclut des études les patients et donc ceux qui n'ont plus de cortisone, c'est le fait d'avoir fait une fracture qui est le principal point d'appel pour penser qu'un patient va faire une nouvelle fracture. Donc, vous voyez, on tourne toujours autour de la cortisone, autour de l'âge, autour de la durée de la maladie et autour donc souvent de la sévérité de la maladie. Et en général, plus la polyarthrite rhumatoïde est sévère et déformante, plus on a de risques d'avoir de l'ostéoporose et des fractures. Et c'est pour cela qu'en général, pour raccourcir et pour vous garder cette image en tête, c'est plus vous avez des atteintes radiographiques sur la radio de main à gauche, avec des érosions, des déformations, que vous voyez sur vos mains. Si on vous fait une ostéodensitométrie, on trouvera de l'ostéoporose. Et si on vous fait une radio, on a un risque multiplié par 4 de trouver des fractures de vertèbres qui nous font pas mal, parce que la cortisone a un effet antalgique, c'est d'ailleurs pour ça que c'est si bien. C'est un très bon traitement, très efficace, mais malheureusement il n'y a pas d'effet secondaire dans la fragilité osseuse, donc on a plus de risque de trouver des fractures vertébrales. Donc ça veut dire que aussi maintenant avec le meilleur traitement des polyarthrites rhumatoïdes, la mise à disposition de toutes les biothérapies, on voit moins les déformations, donc vraiment moins d'ostéoporose et moins de risque osseux. Cette patiente, qui a donc 3 fractures vertébrales, qui avait une polyarthrite sous cortisone, quand on fait l'ostéodensitométrie, on voit ces chiffres. Alors souvent, vous avez peut-être vu votre ostéodensitométrie, comme ça je répondrai à la question de Véronique pour l'interprétation.
La définition de l'ostéoporose, c'est quand on vous compare par rapport à des sujets qui ont 30 ans et qui ont le même sexe, que vous avez 2,5 déviations d'écart type. Ça se traduit en moins 2,5, en moins 2, en moins 5. Et la définition pour l'ostéoporose, elle est très claire, c'est moins 2,5. Si vous êtes au-dessus, vous êtes normal. Il n'y a pas d'ostéopénie qui vaille. L'ostéopénie, tout le monde est revenu sur cette définition qui ne correspond à rien. Ce n'est pas une pré-fragilité osseuse, ce n'est pas une maladie. Voilà, soit on est ostéoporotique, soit on est normal. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc ça c'est important. Et donc cette patiente, elle a une polyarthrite sous cortisone avec des fractures et une ostéoporose. Et donc c'est ça que vous allez passer plus vite, mais comme ça je le montre. Donc ça c'est la synthèse des recommandations. C'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire que clairement on distingue les femmes ménopausées après 50 ans et les femmes non ménopausées avant 50 ans. Facile pour vous montrer. Et donc vous connaissez les indications pour être traité. Je vous l'ai dit, fracture, ostéoporose, cortisone, plus de 5 mg ou plus de 70 ans. Et là, on traite. On a deux types de traitements dans l'ostéoporose liés à l'inflammation ou à la cortisone et à la ménopause. C'est les bisphosphonates, par voie orale ou par voie intraveineuse, ou le teriparatide, qui est la parathormone en injection sous-cutanée tous les jours. Quand on n'a pas ces facteurs de risque, c'est la colonnerie claire, on ne traite pas. Et quand on est jeune, moins de 50 ans, c'est extrêmement difficile. Et là, c'est vraiment la décision individuelle du praticien. Et en gros, si on n'a jamais fait de fracture et qu'on n'a pas d'ostéoporose, on ne traite pas. Et donc, la patiente Jessica n'avait pas d'ostéoporose, elle avait moins 2, vous ne vous souvenez pas, mais elle avait moins 2. C'était débutant, mais c'est parce qu'elle est jeune. Et le fait qu'elle n'ait jamais fait de fracture, qu'elle n'ait pas d'ostéoporose, selon ses recommandations, ce n'est pas une indication, elle lui débuter un médicament pour l'ostéoporose. Là, vous voyez que dans la liste des médicaments, je ne parle pas de calcium ou de vitamine D, parce que je considère que le calcium et la vitamine D ne sont pas des traitements de l'ostéoporose. Ça suffit à corriger les carences, mais ça n'a aucune efficacité pour diminuer les fractures. Donc voilà tous les traitements qu'on a à disposition. Les bisphosphonates, c'est l'alendronate, le risedronate, Actonel, Fosamax. Bisphosphonate intraveineux, l'acide zoledronique, c'est une perfusion annuelle, c'est la Clastar. Il y a quelques données qui arrivent dans l'os et l'inflammation avec le denosumab, le Prolia, une injection sous-cutanée tous les 6 mois, il est réservé à l'ostéoporose post-ménopausique et il y a des publications récentes dans l'ostéoporose liée à la cortisone, donc on peut commencer à l'utiliser. Et le seul traitement qui forme de l'os, c'est le teriparatide, c'est la parathormone, le Forsteo. Et on est passé assez vite parce que c'est compliqué de faire un exposé très complet dans un temps limité. Mais comme vous l'a dit Vérène, l'ostéoporose liée à la cortisone, c'est un problème de formation osseuse. C'est-à-dire que les cellules de la formation, elles ne marchent plus. L'ostéoporose liée à la ménopause, c'est un problème de destruction osseuse. L'ostéoporose liée à l'inflammation, c'est un problème de destruction osseuse. Et donc, quand on prend la cortisone, pouvoir bénéficier du teriparatide, c'est une bonne chose, parce que c'est le seul traitement capable de reconstruire de l'os en formant de l'os nouveau. Donc c'est un traitement qui est remboursé en France à partir de 2 fractures vertébrales. Donc ça va être le cas pour ma patiente. Je vais pouvoir lui donner du Forsteo. Mais quand on a la possibilité de rentrer dans les indications de remboursement de ce traitement, c'est logique quand on reçoit la cortisone. Ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas, mais c'est vrai que si on peut donner le teriparatide, c'est probablement plus logique sur le plan des conséquences de la cortisone sur l'os. Et combien de temps est-ce qu'on traite? Quand on a de la cortisone et qu'on c'est vraiment une ostéoporose liée à la cortisone, on traite 2 ans. Quand on a une ostéoporose liée à la cortisone, liée à la maladie, liée à l'âge et liée à la ménopause, souvent c'est tout qui coexiste, c'est plutôt 3 à 5 ans. Alors, juste pour vous dire que les traitements marchent, et notamment le teriparatide, ce traitement par PTH qui fait monter la densité osseuse à la colonne et à la hanche, beaucoup plus que les bisphosphonates. Et en plus, il diminue le risque de fracture de vertèbres. Donc c'est pour ça que ce traitement est essayé de privilégier en première intention, en respectant les conditions de remboursement. J'anticipe vos questions sur la tolérance des médicaments. La tolérance, elle est globalement bonne. C'est une bonne tolérance. Les bisphosphonates oraux, ils posent le problème de troubles digestifs. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que dans les liquides, ils sont bien supportés. Ils ne décompensent pas une poussée liquide, une poussée intestinale. L'acide
isolédronique, la clusta, c'est un problème de syndrome grippal, de fièvre et de douleur articulaire à la première perfusion pendant les 2 jours qui suivent. Le prolia, c'est plutôt un risque d'hypocalcémie, donc de chute du calcium sur la prise de sang, qui est souvent non symptomatique. Et après, il y a les effets médiatisés, qui sont extrêmement rares, qui sont liés à la durée d'utilisation des traitements, mais là, je vous ai parlé de 2 ans ou de 3 à 5 ans, des durées très courtes, qui sont l'ostéonécrose de mâchoire. Je vous ai pas mis de photo, mais c'est en fait une ulcération de la mâchoire au contact de l'os de la mandibule, qui peut être observée avec l'utilisation des bisphosphonates et du prolia et du denosumab, mais vraiment après de longues durées d'utilisation, souvent des durées qui ne sont plus efficaces. Mais le risque, il est extrêmement faible, c'est entre 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000. C'est-à-dire, c'est proche, le risque est proche du risque que l'on court quand on n'a pas ces traitements. Donc c'est un risque augmenté, mais très très modéré. Et puis, il a été décrit des très rares cas de fractures spontanées du fémur, plus basses que le col du fémur, qui surviennent chez les patients qui ont été très longtemps traités par des bisphosphonates ou par de la corticothérapie. Donc tout ça sont des effets encore plus rares, ça correspond à 0,5% de toutes les fractures, 0,5 sur 10 000 fractures, donc c'est très très rare. Tout ça, ça fait discuter le bénéfice-risque avec entre le patient et le médecin pour discuter. Les recommandations, elles ont mis des très bonnes indications à traiter. C'est pas tout le monde qui est traité, c'est les plus à risque, c'est les sévères. Et en tout cas, quand on décide d'un traitement, on décide de la durée la plus courte mais la plus efficace. Et il est clair, il n'y a aucune raison d'aller sur des traitements prolongés au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans de traitement anti-ostéoporotique. Un petit mot sur le calcium et la vitamine D. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être rassuré parce qu'on a du calcium et de la vitamine D, ça ne prévient pas les fractures. Ça ne fait pas monter la densité osseuse. On donne de la vitamine D volontiers parce que chez les patients qui ont fait des chutes, ça peut diminuer le risque de chute parce qu'il existe des récepteurs dans les muscles à la vitamine D. Et quand on prend de la vitamine D, on a une meilleure réactivité musculaire. C'est probablement par ce biais que s'explique la diminution des chutes, mais chez les sujets qui ont déjà fait des chutes. Mais sinon, le seul intérêt de donner du calcium et de la vitamine D, c'est de corriger les carences, le manque de calcium. Il faut manger 3 produits laitiers par jour. Un taux de vitamine D basse, qui est très fréquent dans la population. C'est pour ça qu'on vous dose la vitamine D et qu'on vous donne de la vitamine D soit en gouttes, soit avec un comprimé, soit en ampoule. Mais en tout cas, il faut bien, faut pas être, en tout cas, si un médecin vous dit prenez calcium et vitamine D, c'est un traitement de l'ostéoporose, c'est pas vraiment juste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un traitement de l'ostéoporose et c'est plutôt pour éviter que ça s'aggrave. Ce que vous a dit Verrette, c'est qu'on privilégie plutôt le calcium alimentaire que le calcium médicamenteux. Parce que le calcium alimentaire, il apporte des protéines. C'est important pour construire une masse osseuse, hein, l'os est fait de protéines. Et puis, il y a quelques études qui montrent que quand on mange bien, équilibré, et qu'on prend en plus du calcium médicamenteux, on a trop de calcium on prend trop de calcium, ça fait monter le calcium dans l'urine. Et quelques études suggèrent que ça augmente le risque de calcification dans les artères et le risque cardiovasculaire. Donc, ça veut dire que normalement, un médecin qui vous suit, il vous pose la question sur le nombre de produits à base de yaourt, fromage, produits laitiers que vous mangez. Il vous fait parfois faire un questionnaire s'il a le temps dans sa consultation et qu'il corrige ce que vous manquez, éventuellement par une supplémentation, mais c'est parce que l'alimentation n'en apporte pas suffisamment. Et la vitamine D, on dose la vitamine D et il faut être entre 30 et 50 nanogrammes de vitamine D pour avoir les effets musculaires, maintenir une masse osseuse. Donc ça, c'est les objectifs de ce traitement. Et puis, donc chez cette patiente, on va la traiter. On va choisir le thé réparatif. Je vais lui donner de la vitamine D. Et puis, je vais essayer de diminuer la cortisone, parce qu'elle est entre 6 et 10. Et pour l'os, on est quand même plutôt soulagé quand on passe à moins de 5 et qu'on arrive à arrêter. Mais déjà, passer à moins de 5, on pense que c'est vraiment une valeur seuil pour diminuer les conséquences osseuses, les conséquences musculaires de la cortisone. Et puis, vous avez vu sa déformation de la colonne, le fait qu'elle soit voûtée vers l'avant, qu'on appelle une kyphose. Il faut absolument la rééduquer pour essayer de lui faire redresser le dos avec du renforcement musculaire, parce que sinon elle risque d'avoir des douleurs chroniques, des douleurs quotidiennes et constantes liées aux séquelles des fractures.
Et puis, le but de la rééducation, c'est de la reconditionner musculairement. On vous a parlé de l'os, mais moi je voudrais terminer sur le muscle. Quand on prend de la cortisone, ça affaiblit le muscle, ça modifie la qualité du muscle, et on est souvent avec des muscles des cuisses qui sont plus minces, des cuisses qui sont moins costauds, moins musclées, et ça il faut le renforcer. Parce que, comme je finirai par, quand on a une faiblesse musculaire, on est à risque de chute, et on retombe, et c'est un cercle vicieux, puisqu'on prend de la cortisone, on a l'inflammation, on a une fragilité osseuse, on a une faiblesse musculaire, on tombe, on se casse, on a beau avoir un super traitement de l'ostéoporose, on se casse quand même, c'est parce qu'on est tombé. Donc il faut quand même mettre autant d'énergie pour le médecin et pour le patient à prescrire ou à prendre le traitement pour l'ostéoporose, et à prescrire et à suivre un programme anti-chute par de l'exercice physique ou des programmes spécialisés contre la chute. Et puis la syphose, le fait d'être voûté, vous comprenez que sa ligne de vision, elle est plus en face, elle est un peu vers le bas, et on voit moins bien ce qui est devant soi, et on tombe. Donc il faut essayer de la redresser. Et donc ça, c'est pour ça que le traitement de la fragilité osseuse, c'est important au cours des rhumatismes inflammatoires, parce que l'inflammation est le facteur de risque majeur avec la corticothérapie d'avoir cette fragilité osseuse. Il faut donc supprimer l'inflammation, diminuer la cortisone, ça c'est le premier traitement. Et malgré cela, si on a une ostéoporose, si on a fait une fracture, il faut donner un médicament après avoir eu une ostéodensitométrie et minimum de questions. Nous pensons, Vérane et moi, que tout patient atteint de Miki ou de polyarthrite rhumatoïde doit avoir au moins une fois au cours de sa vie une ostéodensitométrie, ce qui est plutôt fait pour les polyarthrites rhumatoïdes parce qu'elles sont suivies par des rhumatologues qui ont l'habitude, beaucoup moins par les gastro-entérologues qui ne voient pas d'ostéoporose dans leur pratique. On considère toujours que les complications osseuses sont la principale comorbidité des maladies inflammatoires chroniques. Vous entendez beaucoup parler de comorbidité, de programmes pour prendre en charge de comorbidité, mais l'ostéoporose, dans toutes les études, c'est la numéro 1. Alors, on parle beaucoup de risques cardiovasculaires parce que c'est important, les cancers et tout ça, mais l'ostéoporose en est une. Et donc, il faut simplement repérer des situations à risque et ne pas oublier l'importance de la prévention des chutes. Souvent, ces consultations, c'est comme ça que je terminerai, elles se cantonnent beaucoup aux médicaments. Non, je veux pas de médicaments, je veux pas de biphosphonate, j'ai peur pour mes dents, cette discussion. Mais il faut savoir que, alors, il faut discuter et prendre une décision partagée sur la prescription, mais il faut aussi prévenir les chutes. Parce que le principal facteur de risque des fractures du bassin, du col du fémur, c'est quand même les chutes. Donc l'activité physique est un élément à discuter avec vous, et en tout cas à faire par la suite. Voilà, je pense que Vérane et moi, c'est sur ça que nous voulions vous présenter. Alors si vous avez des questions, merci beaucoup. On peut les applaudir, je pense.